Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre visite patrimoniale. On adore faire cette émission-là et on change un petit peu d'endroit cette semaine. On s'en va à Portneuf. Monsieur Pierre Gignac est avec nous. Bonjour. Bienvenue, Monsieur Zélépine. Alors, Monsieur Gignac, premièrement, expliquez-nous, ça vient de où votre passion pour Portneuf? Dans mon cas, ça remonte à loin. Lorsque j'ai été aux études à Québec, moi, en tout cas, entre autres, j'avais une idée, c'était d'en savoir un peu plus sur ma famille. Il se disait beaucoup de choses à l'intérieur de la famille, d'un oncle, et puis c'était pas appuyé par rien. Il n'y avait pas rien qui pouvait nous dire là, comment ça s'était passé, là. Donc là, j'avais décidé de faire la généalogie de la famille. Et puis, c'est avec ça que j'ai vu qu'on était ici quand même depuis le tout début du 18e siècle, en tant que famille. Et puis, avec ça, ben, c'est greffé l'histoire, parce que, comme je disais, on pouvait pas, il n'y avait rien de concluant, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien qui nous disait que oui, vraiment, ça faisait quelques siècles qu'on était là. C'est là-dessus, ça m'a amené, en plus de la généalogie, à fouiller dans l'histoire. Puis, conséquemment, celle de Portneuf. Et là, vous avez écrit un beau livre, un gros livre, il faut le mentionner, beaucoup de recherches. Ça vous a pris combien de temps à faire ce livre? Bien, écoutez, je suis un des co-auteurs, parce qu'on est deux, évidemment. Ce qui est arrivé, c'est que, comme je vous disais, ça faisait longtemps que moi, je faisais et je cumulais de l'information. Et puis, c'est pour ça que, quand on a fait ça, on a appliqué l'information que, de notre côté, moi et Jean-François Corbeil, qui est propriétaire du manoir Édouard Hale, qu'on va aller voir tout à l'heure. Oui. Et puis, de chacun, de notre part, on a pris des sections pour compléter tout ça. Il nous a resté quelques éléments à ajouter là, en recherche là, pour compléter tout ça, mais c'est un fait qu'il y a plusieurs années de recherche là, bout à bout là, pour en finir avec ça, là. Et ça nous a donné ce beau livre-là qui était sorti, dans le fond, au 150e de la municipalité en 2011. D'ailleurs, vous disiez que votre société d'histoire part un petit peu de là aussi. Oui, bien, en fait, la société comme telle, c'est une OBNL qui avait été formée en 2010 pour, au départ, organiser les fêtes qui avaient lieu en 2011, qui était le 150e de Portneuf. Suite à ça, cet organisme-là, parce qu'on avait fait... on en avait fait des fêtes d'un aspect un peu historique. C'était un élément qu'on avait maintenu. Donc, par après, on voulait garder cet organisme-là comme une société d'histoire. Et puis, un peu plus tard, on a ajouté, on a fait un correctif au niveau du nom qui s'appelle maintenant la Société d'histoire et du patrimoine Portneuf 1861. Okay. Et puis, c'est nous qui avons parrainé ce livre-là, en fait. Vous dites 1861, ça c'est la fondation canonique de la ville, c'est ça? Exactement. Portneuf a toujours fait partie auparavant des débuts avec Cap Santé. C'est un détachement finalement en 1861 au niveau canonique et de paroisse par la suite, là. Mais c'est un détachement, oui. Alors, ce livre-là est encore disponible, j'imagine, hein? Les gens peuvent se le procurer quoi, à la ville? Ou... En fait, chez moi, mes coordonnées sont faciles à trouver. Et comme en tout cas, moi, j'avais déjà visionné votre livre, ça fait un portrait très intéressant au niveau historique, mais pas juste de la ville de Portneuf. Il y a eu beaucoup de ramifications un peu partout. Hein? Oui, bien, ce qui arrive, c'est qu'on est devenu, bien, Cap Santé l'est devenu aussi, le Chaulieu. Mais les personnages qui sont venus ici, certaines familles, on pense au Hale, je parle d'Édouard Hale. Bon, son neveu était Jeffrey Hale, dont on a le nom de l'hôpital à Québec. Plusieurs familles comme ça. Ford aussi, hein? Ouais, exactement, oui. Dans la papeterie, c'est les tout débuts, même, je dirais, au Québec, on a rapport avec les tout débuts du papier ici. Ça fait que toutes ces familles-là ont un apport, puis on se retrouve ailleurs avec des Portneuvois un peu partout. On est en train d'aller un petit peu en avant parce qu'effectivement, on vient de vous donner des noms anglophones. Vous avez un passé anglophone ici aussi. Oui. Puis ça remonte au tout début du 19e, là, parce qu'on a un caractère industriel. Puis ça a débuté là avec des entrepreneurs qui venaient soit d'Écosse au départ, mais par après des Anglais.
Mais comme vous allez le voir un peu plus tard, on va en parler. Effectivement, quand Portneuf a été fait en 1861, je disais qu'il y a au moins 25 des familles étaient anglophones à ce moment-là. Fait que ça a toujours été un côté particulier, ça, à Portneuf. Alors, on va mettre notre caméraman à contribution. Donc, on va vous parler de où est-ce qu'on est présentement. On est dans un beau parc qui est aux abords de l'avenue Lemay. Vous allez, premièrement, on pourrait peut-être parler à droite. Ça, c'est peut-être un petit peu les legs du 150e. Exact. Ici, on est dans ce qu'on appelle le parc des Berges. Ça se poursuit le long de la rive du fleuve. Ça appartient maintenant à la ville. Et puis, on avait choisi cet endroit-là pour le monument commémoratif qu'il y a ici. En fait, ce monument-là vient rappeler deux choses. Que les débuts de Portneuf, au tout début, on parle de la première occupation européenne. Ça s'est fait ici, de l'autre côté de la rive de la rivière. Et puis, l'eau étant très importante. D'ailleurs, la fontaine rappelle ça. Les couleurs, il y a le bleu dans la croix. Et puis, l'autre côté, c'est qu'il faut savoir qu'à compter de 1679, il y avait une chapelle sur l'autre rive ici, qui avait été faite par la famille Robineau à l'époque. Et puis, cette chapelle-là a disparu parce que la famille a quitté. Mais on va l'expliquer un peu tout à l'heure, le pourquoi que l'Église maintenant a été faite à Cap-Santé au lieu de Portneuf, même si l'occupation première était ici. Là. Et pourquoi on s'est établi de l'autre côté quand on parle, là? Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est à cause de la baie ou... Bon, écoutez, les Européens, quand ils sont arrivés, les tout premiers, les seigneurs étaient un peu comme des entrepreneurs. Ils avaient à inviter des nouveaux colons à s'établir. Puis il fallait qu'ils vendent, si je peux employer le terme, un peu leur salade. Ouais. Bon, à Portneuf, à compter de cette rive-là, d'autre bord de la rivière, en allant vers l'est, c'était de bonnes terres à cultiver. Okay. D'ailleurs, je vous fais mention que présentement, c'est les seuls qui sont encore cultivés dans toute la ville de Portneuf. Ah oui? Okay. Par le même présentement, mais ça a fait vivre plusieurs familles à l'époque. Ben oui. Et puis, donc, il y avait un intérêt déjà à ce moment-là. Et puis, c'est comme ça que les premiers ont été intéressés à ce secteur-là. Okay. Là, vous me parlez sur votre plan de Jacques Leneuf, sieur de la poterie. Ça, c'est pas mal dans les premiers qui sont venus ici. Oui. Oui, ben, en fait, quand on a fait les fêtes en 2011, il y avait un autre côté que nous, on pouvait révéler, c'est qu'il y avait quand même eu 375 ans d'histoire à Portneuf. Parce qu'on sait de par des documents que ce monsieur-là, Jacques Leneuf, en fait, est arrivé ici autour de 1636. Ça, c'est une façon officieuse, donc il avait eu la seigneurie de Portneuf. Ça s'est fait de façon officielle en 1647, mais lui, on le sait qu'il est déjà en 1636, il était établi ici. Après ça, ça a été une aventure, parce que là, évidemment, on avait le phénomène iroquois. Donc, il a fallu qu'il débute, mais qu'il repousse de temps à autre. Il est retourné à Québec, il est revenu. Donc, il y a eu un peu d'aventure au tout début, là. Dans le fond, quand on se transporte à ces époques-là, c'était des seigneurs à qui on donnait des terres pour développer. Est-ce que dans son cas, c'était la même chose ou c'était différent? Oui. Bien, différent un peu parce que là, lui, l'autorisation de tout ça venait de la France. Okay. Par après, ici, quand ils ont commencé à instaurer avec les intendants, bon, les intendants géraient le secteur et puis là, on distribuait des seigneuries et puis ces gens-là, il fallait qu'ils les mettent en valeur. Donc, il fallait qu'ils amènent des censitaires et puis qu'ils s'établissent. Et puis, chacun avait une redevance envers le seigneur. C'est un système français, c'est un système féodal qu'on appelle. Et puis, chacun se redevait au seigneur de la place. Tantôt, vous avez parlé rapidement qu'il y avait beaucoup d'Iroquois dans le coin, c'est ça? Bien, d'après les relations des Jésuites, on a eu quelques aventuriers là, qui sont venus ici. D'ailleurs, les premières installations de Leneuf aurait été brûlé par une escarmouche avec les Iroquois. Okay. Mais c'est ce qui d'ailleurs les avait amenés à retourner vers Québec. Donc, ils sont revenus dans les années 1660 lorsque le régiment Carignan-Salière est venu un peu les repousser vers l'Ontario. Donc, là, il y avait une liberté qui s'est faite. Puis c'est ce qui a amené d'autres gens à s'établir là à Portneuf. Okay. On vient de parler rapidement des Jésuites. Parlez-nous un petit peu de leur importance ici. Bien, je vous dirais que nous, selon eux, c'est par leur relation, là, parce qu'ils ont écrit qu'on a pu établir là, des liens avec les tout premiers. Okay.
Par contre, c'est plutôt la communauté des Récollets qui a eu un impact. Ouais, parce que les Récollets sont venus tour à tour et puis c'est eux qui ont occupé, je veux dire, ceux qui ont desservi plutôt la chapelle qu'il y avait ici. Donc, les premiers baptêmes, mariages, il y a eu des sépultures d'ailleurs, ici, juste de l'autre côté, autour de la petite chapelle qui était en service environ vers 1679. Mais après le décès de René Robineau, qui avait fait cette chapelle-là, les garçons étaient plus intéressés à une deuxième seigneurie qu'ils détenaient, eux autres, à Bécancour. Il y a eu comme un creux là, dans la gestion un peu de la seigneurie. Les gens ont été laissés un peu à eux-mêmes. Et puis, c'est un petit peu pour ça que l'église de Cap-Santé, qui est maintenant une deuxième, mais qui en a eu une première qui remonte à très loin, c'est que les Robineau, eux, ici, gardaient depuis l'anse de Cap-Santé jusqu'à la limite ouest de Portneuf, gardaient ces terres-là comme étant les terres domaniales. Donc, les quelques autres censitaires qui sont venus s'établir l'ont fait, mais de l'anse de Cap-Santé en allant vers la rivière Jacques-Cartier. Donc, vers les années 1710, la majorité des gens qui étaient établis dans l'endroit l'étaient, mais à partir de l'anse de Cap-Santé en allant vers la rivière Jacques-Cartier. C'est donc là qu'eux ont décidé qu'il y aurait une église dans le milieu de leur occupation, si on veut, parce que de ce côté-ci, il n'y avait pratiquement personne. Oui, ça fait tout un développement, cette histoire-là. Oui, bien, c'est ça, c'est particulier, là. C'est un peu un concours de circonstances, là, mais c'est ce qui a fait que finalement, l'Église, même s'il y avait quelques personnes encore déjà à Portneuf, là. On va passer maintenant au toponyme Portneuf. Pourquoi ça s'appelle Portneuf? Est-ce qu'il y a sûrement qu'il y a une signification? Oui, bien ça nous a un peu intrigués parce que à l'époque, il y avait un historien, M. Pierre-Georges Roy, qui est un historien très reconnu, là. Mais lui avait émis une hypothèse en reliant une partie du nom de Jacques le Neuf en parlant, mais c'est une hypothèse. Nous, on en a émis une autre parce qu'en fouillant, parce que nous autres, dans les écrits, on voyait souvent que quand on parlait de Portneuf, on disait « au Portneuf », A-U. Donc, on indiquait un endroit. Et puis, le mot « port », en fouillant, on a trouvé que finalement, Champlain l'avait déjà utilisé. Les Basques avaient fait la même chose sur la Côte-Nord, puis on sait que les Basques étaient là du temps même de Jacques Cartier. Et puis, ce nom-là était d'ailleurs sur une carte qui a été, dont les informations avaient été fournies par Champlain. Il y a un lieu sur la Côte-Nord maintenant qu'on nomme Portneuf-sur-Mer, mais sur une carte que lui avait établie bien avant l'arrivée de Jacques le Neuf ici, on parlait du Portneuf-sur-Mer dans ce secteur-là. Donc, le toponyme tel quel, je pense qu'il est plus vieux que l'a été selon ce que M. Georges Roy avait émis. Donc, on voit le quai ici. C'était déjà un débarcadère Portneuf comme tel là, pour les bateaux. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est que tout près à Deschambault, il y a dans le rétrécissement du fleuve, il y a ce que Champlain avait nommé d'ailleurs, c'est le rapide Richelieu. Ça a été très connu. Maintenant, il est praticable facilement parce que le fleuve a été remanié depuis plusieurs années. Mais à l'époque, c'était une embûche, ça. Donc, ici, Portneuf, il fallait que les bateaux attendent pour aller plus haut. Il fallait qu'ils attendent. Donc, ça devenait un port naturel, ni plus ni moins, là. Donc, pour attendre le moment propice pour franchir cette étape-là, là. OK. Alors, les premiers habitants, je pense est-ce qu'on en a pas mal parlé ou on peut... Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1660, quand ils sont revenus, il y avait plusieurs gens. Donc, il y a un monsieur Jacques Couillard qui s'est marié, lui, à Québec, dans les années 1660. Et puis, tous les témoins qui étaient à son mariage disaient qu'il demeurait ici, à Portneuf. Il y était plusieurs familles, au moins une demi-douzaine de familles. Mais curieusement, quand René Robineau, qui était le gendre de Jacques le Neuf, est venu pour s'établir ici, tous ces gens-là ont quitté. Et puis, la majorité d'entre eux ont fondé Grondines. On retrouve ces mêmes gens-là du côté de Grondines. Bon, il y a plusieurs hypothèses avancées là-dessus. Les Robineau, semble-t-il, avaient une réputation peu enviable, mais quoique là, c'était quand même récent pour leur arrivée. On peut regarder aussi que
peut-être que ces gens-là ne voulaient pas nécessairement avoir un seigneur tout près d'eux. Et puis, du côté de Grondines, bien, ça appartenait à une communauté religieuse. C'est peut-être cet aspect-là qui ont fait que les gens ont déménagé. Là. Ça, c'est des bouts de l'histoire qu'on connaît un petit peu moins. Oui, exact. Ça va être à confirmer, ça. OK. Ensuite de ça, il y a eu une baronnie en 1681. Oui. Ouais. Ben, en fait, quand je vous parlais de la famille Robineau, certains intendants se sont plaints de ces gens-là. Ces gens-là avaient une idée, je pense que ça a été pour me démontrer. Ils voulaient faire du commerce et puis ces gens-là avaient une ambition envers un peu pécunier, là, si on veut. Et puis, donc, les intendants s'étaient plaints au roi, mais la réponse du roi a été de nommer la seigneurie de Portneuf en baronnie. Donc, ça a été un appui inconditionnel à René Robineau. Mais l'élément qui est intéressant, c'est que dans toute l'Amérique française, il y en a seulement eu 4 baronnies. Une en Acadie, 3 au Québec, dont nous. Donc, ça, c'est particulier. C'est quoi que ça donnait comme avantage? En fait, c'est un nom, c'est un titre. Le titre honorifique à l'époque était important, mais ça donnait une importance à l'individu, mais pas plus que ça, je pense pas. En tout cas, nous, on peut s'en glorifier encore. Et puis par la suite, vous êtes devenu un domaine seigneurial, c'est ça? Bien, à chaque fois que ça vient avec... parce que dans le système féodal, là, en fait, le type devait de louer des terres à certaines personnes, mais il se devait de s'en garder une partie. Et ça, c'était des engagés à lui qui faisaient le travail sur ces terres-là. Okay. Parce que, en principe, ce seigneur-là, quand on parle de la banalité, il devait lui fournir un moulin pour que les gens puissent moudre leurs grains, carder la laine, etc. Et puis ça, c'était son devoir à lui. En retour, les paysans, eux, devaient aller là expressément pour faire moudre leurs grains. Ça a été une lacune un certain temps à Portneuf, parce que, comme je vous disais, la famille Robineau a plus ou moins vu à cet aspect-là de la seigneurie. Donc, il y a été un temps où les gens devaient aller soit du côté de Deschambault et du côté d'un peu plus loin en arrière de Cap-Santé pour faire moudre leurs grains là, à l'époque. Et par la suite, vous voulez qu'on parle un petit peu de la chapelle de la Nativité puis de l'église de Cap-Santé? Bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que, en fait, les registres religieux de Cap-Santé, on les a ouverts, puis on les met officiellement de 1679 à nos jours. Mais il faut dire que les données de 1679 à 1710 environ, la plupart ont été faits ici, à la Petite Chapelle. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens même qui sont ensevelis là. Et puis, je vous dirais que la première épouse de l'ancêtre des Gignac en Amérique était quelque part sur la rive là, où autour de la Petite Chapelle, mais on ne connaît pas l'endroit exact, mais c'est tout près ici. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu de fouille, vous ne savez pas c'est où? Il n'y a pas eu de fouille. Et puis, certaines familles, à l'époque, disaient qu'il y avait des restes d'un solage, puis eux l'apparentaient à la chapelle. Par contre, nous, on sait qu'en 1715, lorsque le dernier Robineau est décédé, le fils Jacques Robineau, il y a eu un inventaire. Et puis là, on parle des bâtiments. Et puis, la chapelle, elle, était en bois. C'était une petite chapelle sur une simple fondation. Ça fait que ce qui a été trouvé en amoncellement de pierre, je crois que c'est plutôt une bâtisse qui faisait partie de ce groupement-là, mais non pas la chapelle comme telle. Okay. Mais ça devait être tout près. Alors, on vous revient dans quelques instants. On va parler du domaine industriel. Alors, on continue à visiter votre magnifique parc. On est ici en face justement du magnifique fleuve Saint-Laurent, mais on est sur quelque chose qui a beaucoup d'histoire et on va voir les quais. En tout cas, on a beaucoup d'histoires à vous raconter. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on parle du chantier maritime de toute cette histoire-là. Oui. Bien, en fait, ça, c'est l'époque industrielle a débuté pas mal avec cette ère-là. Là, c'est que c'est deux types qui étaient en compagnie, qui venaient de Québec. C'était les frères Coleman. Eux ont décidé de développer un chantier maritime ici. Donc, aussitôt que 1808-1809, ils ont acheté de plusieurs propriétaires
toute la rive ici du fleuve en allant vers l'ouest. Et puis, ils ont bâti des quais sur lesquels environ on est là, maintenant. Mais ils ont commencé un chantier maritime là. Ils ont acheté tout ça. Et ça partait aussi du pont qui est sur la rivière Portneuf, là, qui est au carrefour de la Première Avenue. Là. Ouais. Donc, ils avaient acheté quand même une bonne distance de terrain. Ah, jusqu'à l'autre côté, vous me disiez. Oui. On monte là, à l'extrémité ouest presque de Portneuf. Là, dans le secteur que maintenant, il y a des chalets. Le secteur des chalets faisait partie de ce chantier maritime-là. En fait, on voulait... Je ne sais pas si on a utilisé tout ça à l'époque, parce que malheureusement, un des deux frères Coleman, vers 1812, en chargeant un bateau ici, il est décédé. Il y a eu un accident et puis il est décédé. Donc, cet aspect-là a été mis un peu de côté là, à ce moment-là, parce que son frère, lui, était occupé plutôt au niveau politique et était impliqué dans différentes actions dans l'ouest du Canada aussi. Donc là, va entrer en jeu Édouard Hale, qui était jeune, mais qui va s'insérer dans cette compagnie-là. Il faut le mentionner, j'essaie d'imaginer un chantier maritime partout. S'il avait duré, exemple, 100 ans, ça vous aurait fait une belle industrie aujourd'hui. Oui, bien là, malheureusement, avec ce qui est arrivé à ce type-là, possiblement qu'il y aurait peut-être eu un accent de mise sur cet aspect-là. Quoique maintenant, on sait que ça se fait en cale sèche et puis peut-être ça ne se prêtait pas non plus. Là. Là, on va parler des quais, parce que là, ici, on est sur un petit quai qui a été fait. On va vous expliquer pourquoi, mais on a les deux autres quais en arrière. Vous me disiez que les deux quais ont à peu près 100 ans de différence. Oui. En fait, le plus petit qu'on voit derrière nous, cet emplacement-là, il y a un quai depuis environ 1860. Il faut savoir que la seigneurie, vers 1851, avait été vendue à un dénommé Angus MacDonald, qui était impliqué dans le papier. Et puis, lui... évidemment, voulait transiger par le fleuve, parce qu'à cette époque-là, on travaillait avec les bateaux vapeur. Mais malheureusement, il y a eu une faillite en cours de route. C'est revenu à un monsieur Symes, qui était celui qui était en arrière du point de vue financier de MacDonald. C'est lui qui a fait le premier type de quai qu'il y a à cet emplacement-là. Okay. Par après, il y a eu des aménagements. Les Lemay qui ont été dans le travail maritime ont refait en béton cet emplacement-là. Ils l'ont utilisé longtemps, d'ailleurs. Parce qu'on voit, il est comme en deux parties, le petit quai. Hein? Oui, bien, en fait, la partie bétonnée qui est rigide, c'était le quai ancien. C'est qu'à un moment donné, un peu plus tard, ça a été délaissé. Le quai était un peu désuet. Ça a été repris par, en tout cas, la ville dans un projet avec l'aluminerie Alcoa. Okay. Ils ont fait un parc là, pour les oiseaux, pour observer les oiseaux aquatiques, entre autres. Et puis, il y a eu un empierrement là, qui a été fait pour assurer là, le quai là, en question. Puis le Grand Quai, lui, il date de quelle année? Bon, le Grand Quai, ça s'est fait dans les années 1956 à 58 environ. Oui. Et puis, c'est un quai qui a évidemment une espèce particulier. C'est le seul à peu près sur le Saint-Laurent à avoir cette longueur-là, qui est d'environ 1 km. C'est assez profond aussi à l'autre bout. Oui, bien évidemment, ça a été creusé parce qu'il était en bordure du chenal du fleuve, mais ça a été entretenu pour accueillir plusieurs bateaux. À l'époque, quand ça a commencé, c'était ce qu'on appelait les goélettes, qui étaient sur le Saint-Laurent. Puis, ça fournissait, en fait, là, de l'effort à les usines comme le ciment à Saint-Basile, le papier de Nakona. C'était un peu dans ce but-là que ça avait été bâti. C'était pas privé, c'était vraiment le gouvernement qui avait créé ça. Oui, le gouvernement fédéral est en arrière de ça. Là. Okay. On ne parlera pas ici de l'aspect politique de l'événement, mais ça avait un impact, oui, pour bâtir une telle chose. Là. Puis les gens ici pensent que c'est un troisième quai, ceux qui arrivent, les touristes, mais c'est pas du tout le cas. Là. Non. En fait, on est sur l'emplacement où était le moulin assis Lemay. Ce moulin-là, en fait, a été détruit il y a quelques années. Bon, il y a eu des protestations, il y a eu, en fait... un bon départ, hein?
un bon débat là-dessus, pour ne pas dire une saga. Mais finalement, ce qu'on peut voir, ce sont les ruines et les restes du moulin qui a été ici, qui a fait quand même une bonne époque. Monsieur Lemay a été un entrepreneur très actif. Ses fils ont d'ailleurs poursuivi dans la construction, autant dans les quais que dans les usines. D'ailleurs, les usines de chez Ford, ça fait partie de leur construction. Certaines résidences un peu plus cottues, de la place aussi. On parle de quelle année environ? Ben, celui-ci où on était, c'est en fait, M. Lemay en a fait deux. C'était son deuxième, qui a établi vers 1892 environ. Il en avait fait un une dizaine d'années auparavant, un peu plus haut ici sur le terrain, mais qui malheureusement a brûlé. Il s'est repris et puis là, il l'a refait plus près de l'eau pour utiliser, on pense en tout cas, la rivière pour acheminer les bio, parce que lui avait quelque chose de particulier, c'est que là, il fonctionnait à la vapeur. Il avait acheté un moteur, un engin en Europe qui propulsait, qui faisait la vapeur, puis qui a alimenté une cironde. Ça, c'était particulier à ce moulin-ci-là, à cette époque-là. Et vous vouliez qu'on parle aussi du moulin McDonald. Lui, il était où? Ouais. Bien, tout à l'heure, on était près du monument commémoratif. Oui. C'est un peu vis-à-vis ça. Okay. Dans la même lancée qu'Angus MacDonald, on parlait des quais tout à l'heure, son entreprise, il voulait utiliser. Bon, il a construit tout près de ce monument-là, dans les années 1850, un moulin à scie. Okay. D'ailleurs, dans la rivière, parmi les photos que vous allez voir, il y a les vestiges d'un barrage qui était situé à quelques centaines de pieds au nord de la route 138 actuelle, qui barrait la rivière. Et puis, il y avait un canal de dérivation là, qui apportait l'eau à ce moulin-là. Les derniers vestiges de ce barrage-là sont disparus en 1938 parce qu'on a eu un coup d'eau phénoménal, là, qu'on va reparler un peu tout à l'heure. Effectivement, vous avez eu quelques coups d'eau phénoménales au fil de l'histoire. Ah oui, la rivière a été le site de tout ça. Celui qui a marqué le plus, c'est 1938 parce qu'il y a eu des décès. Mais c'était récurrent, oui, que la rivière, de temps à autre, là, sortait de son lit. Là.